Aujourd'hui, on va tenter d'apporter quelques éléments de réponse à la question qui est affichée dans le titre. Donc, quelle valorisation pour les flexibilités des territoires? Alors, lors du jour de cette table ronde, on va commencer déjà par un tour de table pour introduire Christophe Dufour de la CICAE et Yann Vandeville du CIDEV. On aura une introduction du sujet de 5 minutes et on enchaînera ensuite avec la table ronde où on aura 3 thèmes, donc 5 minutes par intervenant pour chaque thème et une conclusion rapide avant de justement répondre à vos questions. Donc, pour commencer le tour de table, je vais me présenter. Donc, Alice Fourier, manager chez Yeley Consulting. Et je travaille notamment sur les sujets de flexibilité électrique. Voilà, et je suis ravie d'être là aujourd'hui en compagnie de Yann et de Christophe. Est-ce que Yann, vous voulez bien vous présenter? Oui, bonjour à tous et à tous. Mon son est toujours bon? C'est bon. Ok, super. Je suis également ravi de partager sur ce sujet très innovant. Pour ma part, je suis responsable au CIDEV d'un service qui s'appelle Développement Innovation, dans lequel, comme nous sommes un syndicat d'énergie, on anticipe en fait les sujets de demain pour le réseau électrique et le territoire. Donc en 2 mots, ce sont les smart grids, les circuits courts comme l'autoconsommation, et puis des sujets un peu plus populaires en ce moment, comme le démarrage d'une filière d'hydrogène vert, et puis des sujets autour des données de l'énergie. Voilà, pour faire très synthétique. Merci Yann. Christophe, je vais vous laisser vous présenter. Oui, donc bonjour à tous. Donc Christophe Dufour, j'ai une fonction de directeur général délégué avec un service réseau en gestion réseau pour distribution d'énergie, donc électricité et gaz. Parce qu'on a effectivement ces 2 casquettes au niveau de la CICAE de la Somme et du Cambrésis, en distribution et en fourniture. Et puis également une action sur la stratégie de développement de la société, tant en croissance interne qu'externe, avec un sujet effectivement qui nous anime aujourd'hui autour de la flexibilité et autour aussi des smart grids, ce que disait Yann, un sujet sur lequel effectivement on est assez actif et en veille. Merci Christophe. Vous aviez mis quelques illustrations sur le CIDEV et la CICAE. Je ne sais pas si Yann voulait commenter. Ouais. Si, peut-être un petit mot ne ferait pas de mal sur notre structure. J'ai essayé de positionner rapidement donc, sur une carte voilà, la Vendée, même. Voilà. On a la chance d'être le 2e département touristique de France, donc normalement la Vendée est assez connue. Mais voilà, pour le contexte, c'est 258 communes, quasiment 700 000 habitants. La ville-centre, c'est La Roche-sur-Yon. Notre syndicat d'énergie, donc il y a beaucoup d'équivalents administratifs, en tout cas en France. Nous concernant, toutes les communes et toutes les communautés de communes de Vendée nous ont transféré leurs compétences, c'est-à-dire qu'on exerce pour tout le département au final. Ce que vous voyez sur la carte, c'est un découpage de ce qu'on appelle nos comités territoriaux d'énergie, c'est toutes nos instances de consultation locale des élus, et tous les points, à chaque fois que vous voyez un point rouge, ou un point bleu, ou une flèche rouge, une flèche bleue, c'est un représentant, un élu, en fait, au CIDEV, puisqu'on est une collectivité territoriale. La petite chose que je voulais ajouter, là plus d'un point de vue énergie, sur la Vendée, c'est que nous sommes à 15% en fait, de part d'énergie renouvelable en Vendée, dans nos consommations. 100% de ce qui est produit en Vendée est renouvelable parce qu'on n'a pas de centrales autres que des centrales ENR, enfin éolien photovoltaïque, etc. Et dans ces 15% de part ENR, il y a 21% qui sont produits par Vendée Énergie, qui est notre société d'économie mixte qui crée et exploite des parcs d'énergie renouvelable. Et très rapidement, peut-être quelque chose que j'aurais dû préciser dès le départ, le CIDEV, c'est des missions historiques donc de services publics de distribution autour de l'électricité et du gaz. Et puis, dès les années 90 et encore plus fortement dans les années 2000, une implication très forte dans la transition énergétique avec l'accompagnement de nos communes, nos adhérents dans leurs économies d'énergie, le développement de la mobilité durable, donc électricité, gaz et maintenant hydrogène,
et puis des projets d'innovation dont on va un petit peu reparler. Merci. Et donc, Christophe, oui. de même. Donc oui, nous on est donc une entreprise locale de distribution d'énergie, donc avec un partenaire qui est une autorité concédante qui pour ce qui nous concerne là, notamment la F280, Fédération départementale d'énergie de la Somme, qui pourrait être le pendant du CIDEV pour ce qui nous concerne. Alors SICAES, c'est Société d'intérêt collectif agricole électricité, donc on a un statut particulier, un statut coopératif. Nos actionnaires, ce sont des gens effectivement qui sont actifs dans la zone de desserte, avec une activité agricole. Donc on a un ancrage assez fort au niveau des territoires, avec une interaction forte effectivement avec le syndicat d'énergie, la F280 que j'évoquais. On est aujourd'hui 80 salariés pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 30 millions d'euros par an, avec un investissement annuel moyen de 2 millions. Et puis on est localisé, effectivement, si on peut basculer sur la slide suivante, dans le département de la Somme. On a également une entité dans le Nord. Pour autant, on est actif au niveau département, région. On est vraiment ancré au niveau des territoires et en partenariat avec les différents acteurs locaux et les collectivités. Alors, ce que vous avez à l'écran, c'est la représentation de nos réseaux de distribution d'énergie électrique, ce que vous voyez en bleu. On a également, ce que je disais, une activité gazière. Donc, on essaye effectivement d'apporter ce service-là en milieu rural. On est opérateur gazier depuis une dizaine d'années maintenant, avec une offre gaz naturel et gaz propane. C'est vraiment d'apporter un service équivalent en zone rurale, ce qu'on peut retrouver en zone urbaine. Donc on est vraiment cet acteur local. Et ensuite, en quelques données, si on peut aussi passer à la slide qui suit, donc pour les activités énergétiques de la SICAE. Pour la casquette gestion de réseau de distribution, on a 185 communes en concession ELEC et 193 communes en concession gaz. Pour autant, sur la partie électricité et gaz, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va acheminer à peu près la même chose, entre 300 et 350 gigawattheures en électricité, en gaz. Donc on a une activité gazière depuis, je le disais, une dizaine d'années, et pour autant avec une dynamique de développement assez forte. Et ensuite, ce qui nous amène aussi à être en veille par rapport à ces sujets de smart grid, d'innovation, de flexibilité, c'est qu'aujourd'hui, on est en production, en raccordé au réseau. On a à peu près 180 MW de raccordés sur notre réseau de public distribution d'énergie, pour une puissance appelée en pointe de l'ordre de 80 MW. Donc on a été confronté assez rapidement à ces enjeux de gestion d'énergie des différents flux, et ce qui nous amène effectivement à travailler sur les flexibilités au niveau des territoires. Merci beaucoup à tous les deux. Donc avant de commencer cette table ronde, je pensais que c'était important de rappeler pourquoi on parle aujourd'hui de flexibilité et aussi clarifier pourquoi on parle de flexibilité territoriale et non de flexibilité tout court. Donc on ne peut pas parler de flexibilité sans parler de la transition énergétique. Beaucoup d'entre vous auront déjà vu ce type de discours, mais aujourd'hui, la flexibilité répond à des enjeux et des observations qu'on voit en matière de transition énergétique. Donc tout d'abord, l'augmentation de la production d'énergie renouvelable et intermittente sur le réseau. Et donc là, il y a des objectifs qui sont inscrits dans la loi, que la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique soit de 40% en 2030, ce qui impactera donc la gestion de l'équilibrage. Deuxièmement, une production de plus en plus décentralisée. Donc aujourd'hui, il y a 80% des installations renouvelables qui sont raccordées au réseau de distribution, ce qui cause notamment des enjeux en matière de gestion de flux bidirectionnels. Et la question, c'est comment on insère ces nouvelles productions renouvelables dans des territoires, malgré que le réseau ne soit pas forcément conçu pour le faire. Voilà. Et puis enfin, l'évolution des comportements de consommation d'électricité. Et là, je pense notamment à la mobilité électrique, l'autoconsommation collective et individuelle et le stockage. Là encore, la question, ce sera comment est-ce qu'on intègre ces nouveaux usages sans pour autant mettre à risque la gestion des réseaux. Donc, par rapport à ces tendances qu'on observe, il y a 3 enjeux principaux. Le premier qui est lié à l'équilibrage, donc géré par RTE. Donc RTE est aujourd'hui gestionnaire du réseau de transport en France. Son rôle, c'est de gérer l'équilibrage entre la production et la consommation en temps réel sur le réseau. Et donc aujourd'hui, avec justement l'insertion de plus en plus d'énergie renouvelable et intermittente,
cet équilibrage devient de plus en plus complexe puisque les énergies dépendent d'énergies primaires, donc le vent et le soleil, qui ne sont pas stockables, qui ne peuvent pas être stockées. Et donc, il y a besoin justement de flexibilité, surtout au niveau de la demande, pour pouvoir toujours avoir une adéquation entre la production et la consommation. Deuxièmement, on observe des congestions réseau. Donc, comme on a dit, le réseau n'a pas forcément été conçu pour accueillir autant de production renouvelable, notamment sur le réseau de distribution. Et donc, on fait face à des goulots d'étranglement et parfois des besoins d'investissement et de coûts importants, justement, pour les investissements sur le réseau. Et là, la question, c'est comment est-ce qu'on peut justement accueillir ces nouveaux cycles de production renouvelable tout en maîtrisant les coûts. Et enfin, on voit aussi des marchés de plus en plus volatiles, puisque plus on a d'énergie renouvelable et intermittente à un coût marginal nul, le plus ça pèse entre guillemets sur les prix de marché. Donc on va voir par exemple des journées où il y a beaucoup de soleil, donc beaucoup de production photovoltaïque et une consommation faible. Et on verra même des prix négatifs, ce qu'on a vu pendant la période Covid notamment. Et à l'inverse, quand il y a très peu de production renouvelable et une consommation très, très importante, le prix sera élevé, donc on va avoir de plus en plus de prix volatiles. Donc aujourd'hui, la flexibilité, elle vient répondre à ces enjeux. Il y a plusieurs manières de valoriser la flexibilité. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de flexibilité territoriale. Quand on parle de flexibilité, juste pour être clair, on parle de modulation de puissance de consommation et de production. Aujourd'hui, donc la flexibilité des territoires peut être valorisée autant auprès du gestionnaire de réseau de transport, donc RTE, pour les mécanismes qu'on connaît, qui valorisent la capacité et l'énergie. Donc le mécanisme de capacité, le mécanisme d'ajustement, les réserves, les services systèmes. Et la flexibilité peut aussi répondre justement à ces problématiques de congestion, notamment au niveau du réseau de distribution. Et là, donc, Enedis, par exemple, a lancé des appels d'offres de flexibilité en 2019 et en 2020 pour des besoins qui sont toujours ponctuels et localisés dans le cadre du réseau de distribution. Et d'autres GRD, donc on a aujourd'hui aussi la CIFA de la Somme avec nous, qui justement imagine comment les réseaux de demain, comment intégrer la production renouvelable au sein des territoires. Et enfin, voilà, la flexibilité peut aussi permettre d'arbitrer sur ces marchés, sur les prix de marché qui sont volatiles et ainsi réduire, par exemple, le coût de la facture énergétique. Donc aujourd'hui, on est accompagné d'acteurs justement des territoires qui s'insèrent dans cette logique de transition énergétique et qui vont chercher notamment à valoriser la flexibilité pour accélérer cette transition. Vous êtes des acteurs incontournables de cette transition énergétique. Les syndicats d'énergie de la Vendée qui représentent donc les producteurs et les consommateurs qui vont chercher à valoriser la flexibilité, donc comment justement ils peuvent les accompagner, lancer des projets innovants, des démonstrateurs, et la CICAE de la Somme et du Cambrésis qui, en tant qu'entreprise locale de distribution, vous avez à la fois le rôle de fournisseur et de GRD, donc vous êtes là aussi pour imaginer le réseau de demain et regrouper tous ces différents acteurs pour faciliter cette valorisation. Voilà pour l'introduction du sujet. Je propose qu'on lance cette table ronde. On a aujourd'hui donc 3 thèmes. Pour chaque thème, j'ai des questions. Donc le premier thème, c'est autour des opportunités de valorisation de cette flexibilité dont on vient de parler et votre positionnement. Donc aujourd'hui, peut-être si Yann, vous voulez bien commencer pour un peu parler de votre positionnement, comment vous positionnez aujourd'hui par rapport à ces opportunités de valorisation, des jugements de flexibilité, autant sur les marchés dits traditionnels de valorisation, mais aussi, voilà, aussi pour d'autres manières de valoriser potentiellement la flexibilité, pas seulement économique, et comment cela s'insère dans les logiques de développement du territoire. Oui. Effectivement, nous, alors pour précision quand même, notre gestionnaire de réseau, notre concessionnaire, c'est Enedis sur le territoire, sur tout le département de la Vendée, sur le réseau d'électricité. En ce qui nous concerne, nous, la première ressource à valoriser pour nous, c'est les bâtiments publics. Ce ne sont pas les nôtres, ce sont ceux de nos communes. C'est quand même entre 2 et 3 000 bâtiments publics. Alors, ils ne sont pas tous
100% électriques, mais voilà, ça représente un potentiel non négligeable avec des bâtiments publics. On est dans un territoire rural, donc parfois on a des petits bâtiments publics qui s'apparentent à des maisons, des grandes maisons, puis il y a quand même des choses parfois nettement plus importantes, donc des potentiels diffus intéressants. Et la deuxième chose que l'on peut immédiatement valoriser, c'est nos ressources renouvelables de notre société d'économie mixte. Alors, en disant ça, on ne peut pas être non plus cantonné à ça, parce on est conscient que si on veut commencer à faire des flexibilités, surtout au niveau local, on ne peut pas assembler que des bâtiments publics ou des ressources publiques. Il faudra clairement agir avec tous les acteurs du réseau ou de la branche de réseau concernée. Donc, nous, c'est nos principaux angles d'attaque. Alors bien sûr, on a les mêmes capacités, je dirais que tout le monde, avec ces ressources diffuses de valorisation sur les marchés nationaux. Et là, on se donne pas de limite, hein, surtout depuis que l'année dernière, RTE maintenant autorise même des ressources très diffuses à être valorisées sur les services systèmes, donc les plus exigeants en temps de réponse. Donc voilà, là, on n'a vraiment pas de porte fermée là-dessus. Nous, c'est quand même c'est une première étape à saisir. Et la question qu'on veut travailler et qu'on travaille déjà depuis quelques temps, mais on y reviendra, c'est comment ensuite valoriser au niveau local, au niveau des territoires, parce qu'effectivement, le seul cadre ouvert que l'on a actuellement, c'est l'article 199 de la LTE, un cadre dérogatoire qui nous autorise à tester des solutions, mais vraiment sur des portions de réseau dans un cadre limité, donc dérogatoire. Et c'est une première étape très intéressante, mais qui nous satisfait pas totalement, puisqu'on voit d'autres valorisations qu'économiques aux flexibilités territoriales, et on pense aux communautés, enfin, pas aux communautés d'énergie encore, mais au futur, en tout cas, les zones ou les PMO d'autoconsommation collective ou les interactions, voilà, même plus simples, hein, qui peuvent prendre le lieu et place au sein du territoire. Donc, quelque part, voilà, on peut penser à des idées comme diminuer des bilans carbone, des choses comme ça. Et tout de même, quelque chose, c'est vrai que quand on parle de flexibilité, et c'est notre point d'entrée, nous, c'est faciliter l'intégration des ENR. J'y reviendrai un petit peu après, mais comment faire en sorte qu'on ait plus de ENR et surtout qu'on facilite leur introduction. Mais c'est aussi, pour nous, il y a une vision réseau, c'est-à-dire que si je caricature, on sait que le réseau, à l'heure actuelle, quand il est construit, il est quelque part surdimensionné, dimensionné à la pointe, comme on dit, et que la flexibilité, c'est une manière de rationaliser ses coûts de développement, enfin, ces coûts qui pèsent dans la facture énergétique aussi. D'autant plus que les excursions de puissance mentionnées en introduction sont de plus en plus importantes, que ce soit côté ENR que côté consommation, notamment avec l'arrivée des véhicules électriques. Donc voilà un petit peu notre positionnement sur la valeur des flexibilités. Merci, merci beaucoup Yann, et je reviendrai sur justement les démonstrateurs, les innovations que vous avez pu lancer, mais avant d'aborder ce sujet, est-ce que Christophe voulait bien aussi Oui, alors parler, nous, voilà. on a un positionnement enfin, on a donc une casquette de chien de réseau de distribution, donc si on prend effectivement cette casquette-là, on est assez limité. On parlait effectivement des expérimentations Enedis, on parlait de l'article effectivement qu'a évoqué Yann sur la LTE, sur des expérimentations. Nous, on essaye d'aller au-delà de tout ça, donc on ne se limite pas à notre rôle de GRD, mais vraiment à notre rôle d'aménageur du territoire, d'ancrage au niveau local, de concertation avec les collectivités, avec la région, avec les élus. Donc on a fait un exercice qui était de dire déjà sur notre zone de concession, zone de desserte, quelles sont les flexibilités qu'on pourrait activer, donc les flexibilités qu'on connaît avec RTE, donc la réserve primaire, le mécanisme de capacité, l'ajustement, les événements diffus, etc. On a valorisé tout ça, et regardé un peu quels étaient les ROI associés sur ces flexibilités-là, elles sont assez compliquées. Et on s'est projeté aussi sur les réseaux de demain. Donc les réseaux de demain, c'est un peu ce que disait Yann, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a des réseaux qui sont construits à la pointe. On parle de congestion, de flexibilité, mais c'est comment je peux accueillir, intégrer la production renouvelable, l'autoconsommation collective et individuelle et la mobilité électrique. À ça, on va associer également du stockage. Il faut qu'on puisse tester toutes ces briques-là, des réseaux de demain, et comment je peux les optimiser, comment je peux les piloter, et comment je peux aussi offrir des services donc de flexibilité
aux utilisateurs de réseau, mais qui sont aujourd'hui c'est pas mature, donc il faut qu'on travaille sur ces sujets-là. Donc nous, on s'attache vraiment à accompagner cette transition énergétique. Donc notre positionnement, c'est celui-là, c'est accompagner la transition et pas la subir, et essayer d'imaginer effectivement les réseaux de demain. Donc on le verra dans la suite de la présentation et de la table. C'est effectivement comment nous, on va s'inscrire dans ça et quelles sont les actions qu'on mène aujourd'hui. Et donc, justement, par rapport à ces innovations que vous avez pu mener, Yann, vous avez évoqué, notamment ce que vous faites sur la mobilité durable. Il y a peut-être d'autres choses que vous voulez évoquer. Est-ce que vous pouvez parler de un ou deux projets que vous avez menés qui va dans ce sens? Alors, on a plusieurs projets, forcément, comme on travaille pas mal sur l'avenir du réseau, qui vont toucher plus ou moins les flexibilités ou les réseaux intelligents. Mais il y en a un en particulier qui s'appelle Smart Grid Vendée, qui nous a occupé de 2013 à 2018, un projet ambitieux avec des grands acteurs, ambitieux précurseurs, peut-être un peu trop quelque part, parce que dès 2013, techniquement, voilà, il y a eu, je crois qu'il n'y avait pas autant de solutions qu'à l'heure actuelle déjà, donc c'était des premiers freins, ça s'est beaucoup développé, mais pour les connaisseurs, on était déjà en train de poser les bases d'un marché d'ajustement en fait territorial dans ce projet-là. J'ai mis une petite illustration en réserve, voilà, un petit schéma, parfois c'est pas mal. Et ce que vous voyez là, donc une carte de la Vendée à nouveau pour changer, mais surtout vous voyez les ressources qu'on avait équipées dans le cadre de ce démonstrateur, donc entre 2013 et 2014 au final. Donc vous voyez qu'on a équipé des ressources si on va de haut en bas, de consommation, mais aussi de production, et puis des organes sur le réseau, et ainsi que des stations, alors des stations météo pourquoi, hein, pour faire de la prévision en fait de production ENR. Tous ces sites, donc à l'échelle de la Vendée, ont été équipés de capteurs et d'actionneurs, et on a fait des vrais tests d'activation simultanée de tous ces sites-là, sur contrainte simulée. Par contre, bien sûr, on n'a pas créé de vraies pannes, mais on a pu travailler là-dessus. Donc, dans le consortium Smart Grid Vendée, il y avait les gestionnaires Enedis et RTE, et des acteurs importants comme Engie, Alstom à l'époque, General Electric maintenant, Legrand, Actility, peut-être que c'est un petit peu moins connu, mais c'est une société qui compte. Et puis, on a aussi voulu travailler sur les futures générations avec le CNAM, un rôle moins technique, mais de formation des futures générations. Donc, de ce projet-là, qui était c'était un démonstrateur, une expérimentation, on n'a pas sorti, on n'a pas valorisé concrètement d'euros. C'était des simulations. Par contre, on en a sorti des tendances. Et clairement, ça alimente une réflexion aujourd'hui d'un projet qui va prendre la suite, enfin qui prend la suite de Smart Vendée maintenant terminé, dans lequel on veut déployer les flexibilités de façon plus industrielle, entre guillemets, avec un modèle économique et dans lequel on va dresser les gisements que j'évoquais tout à l'heure. Je vais quand même pas oublier de préciser que de Smart Grid Vendée, il est sorti quelque chose d'intéressant, de très intéressant, c'est l'offre de raccordement intelligente. C'est une offre en fait dédiée au raccordement des parcs d'énergie renouvelable qu'on a développé avec Enedis dans le cadre de ce démonstrateur. L'idée, c'est que l'offre de raccordement intelligente, elle s'oppose en fait à l'offre de raccordement de référence et que concrètement, si vous arrivez avec un parc d'énergie renouvelable et puis que le coût de raccordement est trop élevé, Enedis peut proposer maintenant une offre de raccordement intelligente qui consiste à ne pas dimensionner à la pointe, mais se raccorder au plus proche et, le cas échéant, opérer des diminutions de puissance de production s'il y a des contraintes qui apparaissent. Donc c'est quand même une première étape sérieuse dans des flexibilités. Là, on n'est pas dans de la flexibilité en fait de marché, on est plus dans de la flexibilité au moment de la contractualisation, mais c'est un premier vrai résultat, voilà, de cette expérimentation. Ouais, je pense effectivement Smart Grid Vendée est une référence quand on parle de démonstrateurs de flexibilité au niveau local. Christophe, est-ce que vous avez aussi
eu l'opportunité de mener des démonstrateurs ou des projets innovants dont vous pouvez peut-être parler? Oui, alors pour compléter ce que vient de dire Yann, effectivement, la partie offre de raccordement intelligente, on a mis en œuvre cette partie-là chez nous déjà. Et ce qu'on souhaite aussi faire maintenant, c'est aller plus loin, c'est ce qu'on disait effectivement en préambule. Donc quand on parle de production, d'autoconsommation, de stockage, d'immobilier, on va parler de flexibilité. Et ce qu'on est en train de mener, c'est une étude pour construire un démonstrateur, donc effectivement, qu'on voit effectivement sur la slide qui est à l'écran. C'est quoi ce démonstrateur? C'est vraiment, on veut construire un projet territorial, donc avec les territoires, avec les AODE, avec la région, avec les collectivités, pour intégrer ces nouvelles données, donc tester les briques des réseaux de demain, donc ce qu'on disait, production, autoconsommation, stockage, etc., et qualifier ça dans un système, enfin, qualifier le système dans un environnement opérationnel. Donc on a plusieurs entités. On a une entité EMS, donc EMS pour Energy Management System, c'est vraiment ce qui va piloter, optimiser le système. Une entité microgrid, on va vraiment créer un mini-réseau avec des assets de production, de stockage, et on veut également tester les nouvelles technologies. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va tester du tracking PV, bon, c'est pas forcément nouveau, du biface, mais sur de l'éolienne, on va tester de l'éolienne en toiture et des caissons avec des entreprises innovantes, des startups. Pourquoi? C'est de dire on peut très bien les positionner en milieu urbain que rural. Et ensuite, on va tester du stockage hydrogène. Donc l'idée, c'est vraiment de dire comment je peux intégrer ces stockages hydrogène dans les réseaux de demain. Donc je vais produire de l'hydrogène et je vais aussi déstocker et produire de l'électricité. Donc on travaille avec des sociétés aussi sur cette thématique. Le véhicule to grid, bien évidemment, donc la mobilité électrique. Et puis en stockage stationnaire, on va tester une solution qui n'est pas une solution lithium-ion, mais une solution qui est une solution sodium-ion avec une société qui s'appelle Siamat. Donc ça, c'est vraiment un mini-réseau qu'on va construire. Et ce qu'on souhaite également, c'est tester l'îlotage. Donc c'est vraiment d'être autonome et vraiment de tester la déconnexion du réseau. Et à partir de là, c'est comment j'utilise un peu ce mini-réseau réel pour aller activer ces flexibilités et comment tester les briques des réseaux de demain. Donc on peut aujourd'hui, nous, en tant qu'entreprise locale de distribution, on dispose des compteurs communicants, donc les Linky, ce qu'on n'avait pas avant, parce on est vraiment en décalage par rapport à ce que peut faire Enedis. Donc on en a maintenant, donc on peut développer ces solutions. Donc on va équiper une poche, vraiment un réseau basse tension de ces compteurs. L'idée étant d'utiliser les données. Vous savez qu'on parle des 3D, et dans les 3D, il y a notamment la digitalisation des réseaux. Donc on va créer un jumeau numérique en utilisant les données des compteurs communicants. Dans ce jumeau numérique, on va intégrer les assets de production du microgrid, ce que j'évoquais tout à l'heure, donc l'éolien, le photovoltaïque, le stockage, la mobilité électrique. Et à partir de là, en fonction des prévisions de production et de consommation, on va pouvoir activer ou pas des flexibilités. Donc le jumeau numérique, le réseau de demain, finalement, va pouvoir, au gestionnaire de réseau de distribution, on va être en contrainte, à la pointe par exemple, donc on va demander un déplacement. Donc cette demande va être adressée à l'entité de pilotage d'optimisation, ce qu'on appelle un EMS. On parle aujourd'hui aussi d'ADMS, Advanced Distribution Management System. Donc l'idée, c'est comment on peut intégrer tous ces acteurs et comment on peut effectivement optimiser les réseaux de demain. Donc c'est vraiment l'objet de ce démonstrateur-là, avec la gestion des flexibilités et l'optimisation et le pilotage. Donc sur ce projet, on est en discussion forte avec la région, avec la BPI également, avec notre autorité concernante qui pourrait être l'équivalent effectivement du CIDEV. Et on est effectivement sur ces enjeux de flexibilité et de tester effectivement cette dynamique au niveau du territoire. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est que cette solution, on souhaite une solution duplicable à l'échelle d'un usage résidentiel. On peut très bien imaginer demain prendre une partie des briques de l'entité microgrid de flexibilité, de la mobilité, du stockage à l'échelle d'un résidentiel, à l'échelle également d'un écoquartier, ou pourquoi pas à l'échelle d'une activité industrielle, ou à la maille même d'une poche de réseau de distribution par la gestion des différents assets. Donc voilà un peu quelle est l'ambition aujourd'hui de la CICA et de la Somme et du Cambrésis sur cette transition et sur l'accompagnement de cette transition énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les démonstrateurs Smart Grid, on parlait effectivement du cas de la Vendée, mais il y en a eu un paquet quand même. Simplement, ce qu'on a souhaité expérimenter dans un premier temps, c'est différentes briques, mais pas toutes les briques en même temps. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est tester toutes les briques en même temps.
Après, si on se cantonne à l'article de la loi de transition énergétique qu'évoquait Yann, on ne peut pas faire grand-chose. Hein, il y a Enedis qui va lancer effectivement un appel d'offres sur l'effectivité, sur le stockage. Mais pour autant, en tant que GRD, on ne peut pas tout faire. Donc on va au-delà de notre casquette et de nos missions de gestionnaire de réseau de distribution. Et pour ça, on y reviendra ensuite dans la table ronde, mais c'est un enjeu majeur, c'est comment on peut coordonner les actions des différents acteurs au service des flexibilités des territoires. Merci beaucoup, Christophe. Avant de passer sur les enjeux, j'ai juste une petite dernière question. Donc là, si je comprends bien vos deux interventions, il y a des opportunités à aller chercher des valorisations, à aller chercher sur les marchés de flexibilité dits traditionnels, donc gérés par RTE, et de plus en plus les gestionnaires de réseau de distribution aussi, mais qu'il y a quand même une logique d'aménagement d'un territoire et d'augmentation de la part d'ENR produite et consommée au sein d'un territoire. C'est là où on parle de microgrid. Donc il y a vraiment ces deux aspects et les deux vont dans le sens de toute façon de notre transition énergétique. Par contre, quand on parle justement de territoire et d'aménagement, on pense notamment à l'effacement diffus, donc comment intégrer l'effacement diffus, comment les aider à participer à la flexibilité. Est-ce que vous avez peut-être deux mots à dire là-dessus, sur comment vous pouvez voilà, les faire participer aujourd'hui? Je démarre? Oui. Ok. Bah nous déjà, le potentiel en Vendée, il est clairement très diffus, hein. On n'est que sur des ressources réparties. Euh, c'est vrai que, si je faisais un bilan un peu dur des démonstrateurs, ce que vient de dire Christophe, là, c'est qu'on a eu beaucoup de démonstrateurs depuis 10 ans en France, et puis on n'assiste pas au déploiement tant attendu des smart grids de façon industrielle. On a plutôt des, voilà, des démonstrateurs isolés, voire sur des briques isolées. Et bon, ça s'explique, hein, parce que finalement, les flexibilités faciles à adresser, elles ont été adressées. Les grosses puissances presque déjà équipées. Et la problématique, c'est d'aller chercher celles qui sont diffuses. Nous, c'est celles qu'on voit c'est celle qu'on peut valoriser en tout cas, et on voit que c'est là-dessus que aussi on peut apporter des choses. C'est-à-dire que nous, on est capable d'aller chercher ces ressources parce qu'on est un acteur du territoire. Certaines sont publiques, d'autres non, mais on est capable d'aller les chercher et de les apporter. Euh, sur alors le travail, il est d'autant plus à fournir pour nous que le fameux cadre de l'article 199, j'aurais pu le dire tout à l'heure, mais donc décliné par Enedis sous forme d'appel d'offres, avec 6 zones en France identifiées, je crois. Voilà, nous, il n'y en a pas de zones de contrainte identifiées en Vendée. Donc ça veut dire que de toute façon, on peut pas le saisir, cet article, même s'il est quelque part limité pour ce qu'on veut faire. Donc il faut que d'autant plus on aille se retrousser les manches pour aller chercher ces ressources diffuses. Merci Yann. Oui, alors si je peux compléter, nous on a fait un travail qui était de dire sur notre zone de concession, est-ce que je peux aller chercher les effacements diffus et quelle est cette valorisation. Donc on a identifié un estimation potentiel en termes de puissance à peu près 17 MW. Pour rappel, j'ai évoqué une puissance à la pointe de 70 MW, donc pour faire un peu le lien avec les différentes données et les ratios. Et les gains espérés, c'est de l'ordre de 400 kg par an. Par contre, lorsqu'on se base, ensuite, si on va aller chercher, étudier un peu les ROI sur ces systèmes-là, il faut aller regarder effectivement quel est l'investissement et quel est l'effort associé. Et on se rend compte que là, effectivement, sur le résidentiel, ça ne marche pas. L'effort, il est trop important. Donc aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est ce que disait Yann, on va plus aller chercher les effacements et les mécanismes au niveau des installations à puissance plus importante, où là, finalement, on va se retrouver avec une petite dizaine, vingtaine de clients potentiels pour lesquels on va pouvoir activer des effacements avec un ROI qui soit effectivement satisfaisant. Donc, on a fait ce travail-là. Ensuite, demain, si on veut effectivement être sur le diffus chez tout le monde, je pense qu'il y a un travail fort à faire entre les différents acteurs. Et il faut absolument qu'on puisse utiliser les données des compteurs communicants, donc des Linky,
Tant que ce levier-là ne sera pas levé, ça va être compliqué. Après, c'est peut-être imaginer aussi différemment l'utilisation des données des compteurs au service des flexibilités pour éviter effectivement des investissements un peu contraints avec d'installation d'équipements spécifiques. Il y a Voltalis qui propose ce service-là. Ok, je sais pas comment Voltalis, effectivement, dans quel modèle d'affaires s'inscrit Voltalis. Dans tous les cas, nous, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, sur le diffus, sur le résidentiel, c'est très compliqué. Et je pense qu'il faut pas, il faut pouvoir effectivement adresser et agréger toutes ces flexibilités-là, quoi. Il ne faut pas les traiter les unes après les autres, mais ensemble. Donc ça, c'est tout l'enjeu de demain, en tous les cas, pour ce qui nous concerne. Donc effectivement, on a fait la transition sur la question plutôt sur les enjeux. Donc Christophe, vous mentionnez l'enjeu de l'accès à la donnée, notamment de données plus fines, des pas de temps plus fins et des nouveaux flux dont on aura besoin entre différentes parties prenantes, différents acteurs de la flexibilité pour justement pouvoir les valoriser. Est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres enjeux, je pense notamment à des enjeux donc réglementaires, donc effectivement vous avez parlé des limitations de l'article 199, mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux que vous voyez aujourd'hui pour la valorisation des flexibilités? Je vais peut-être laisser Yann intervenir. La question, si je comprends bien, c'est les enjeux et puis nos marches à surmonter, c'est ça? Ça. Oui, alors c'est vrai que j'ai pas trop insisté tout à l'heure sur ne serait-ce que les valeurs qu'on a identifiées, parce que c'est un premier blocage. Peut-être que d'ailleurs on peut mettre le petit schéma. J'avais prévu un petit schéma, c'est peut-être plus facile de me suivre, mais en fait, ce que vous voyez là, c'est je vais parcourir de gauche à droite. C'est la suite de ce marais de Vendée qu'on est en train de développer, notre positionnement. C'est assez synthétique, mais finalement, ça va illustrer un petit peu les marches qu'on a à franchir. Euh, la première, c'est les valeurs. Clairement, elles sont pas précisément identifiées sur tout le territoire. Elles sont diffuses et très différentes d'un endroit à l'autre du réseau. Il y a différents segments de valeur. Par exemple, dans un endroit où, je vais caricaturer, mais on a des endroits en Vendée où la population stagne, voire baisse un petit peu, et où le développement des ENR est très fort. On va pas du tout avoir les mêmes valorisations que dans d'autres où il y a peu d'ENR, mais la population augmente très fortement. Donc voilà, d'un endroit à l'autre de la Vendée, déjà en termes de valeur, il y a beaucoup de variabilité. Ensuite, si pour le coup je prends vraiment le schéma, nous on a donc il y a il y a des briques deux pôles techniques à gauche, c'est les capteurs et les actionneurs et puis la plateforme de données. Ça rejoint tout ce que vient de dire Christophe sur la donnée. Je vais pas faire de redite, mais je partage. Sur les capteurs et les actionneurs, il y a quand même un modèle économique à trouver. Nous, on n'est pas fabricant de capteurs, donc on va s'appuyer sur des solutions. Techniquement, je pense qu'il n'y a pas, voilà, les solutions, elles existent maintenant. Euh, Par contre, voilà, le déployer sur du diffus, il y en a très peu qui le font à l'heure actuelle. Il y en a quasiment, voilà, il y a quasiment que Voltalis qui le fait. Et il faut le mettre en œuvre très précisément. Donc c'est un premier frein parce que voilà, si on est obligé de retourner sur site une deuxième fois, on peut renverser le modèle économique, par exemple. Sur les données, donc des enjeux, nous, je vais juste rajouter que on a la volonté de créer un endroit unifié où on a nos données pour rendre des services à nos communes et nos communautés de communes. Et un point sur lequel, là, je passe à la troisième bulle, là, on est plus haut sur des services numériques. On veut surtout, nous, en passant, c'est-à-dire en passant, quand on fait de la flexibilité, en profiter pour apporter des services de maîtrise de l'énergie. Parce qu'on a constaté qu'il y en avait beaucoup à apporter. On a des bâtiments parfois qui n'ont pas de capteurs, pas d'intelligence, pas de régulation. Et c'est quand même assez facile de les fournir au moment où on équipe en solutions techniques pour la flexibilité. Et les gros enjeux qu'on a ensuite, c'est quand même sur la valeur, puisqu'on n'est pas non plus agrégateur de flexibilité, on n'a pas d'agence de dispatching, on n'est pas des spécialistes voilà, des marchés de l'énergie. On va forcément s'associer à quelqu'un d'expérience. Et il y a quand même des questions importantes dans ces partenariats qui se posent sur comment on partage le risque, pour le faire simple, et comment on partage la valeur. Et voilà, c'est des sujets assez complexes à identifier. Le dernier enjeu, peut-être qui est plus tourné vers
Un syndicat, on est comme une entité publique. Et le cadre juridique pour développer des flexibilités territoriales, pour le dire rapidement, il n'existe pas. Donc il faut le créer. C'est pas si simple. On n'a pas encore trouvé. Voilà. Donc on cherche la bonne solution, puisque on peut pas à nouveau aller assez vite. On peut pas se lancer dans une activité commerciale concurrente. On est convaincu que nous, on le fait pour des raisons de transition énergétique. Donc c'est notre porte d'entrée. D'un côté, on a donc un gestionnaire de réseau qui ne pourra pas être de toute façon jugé parti. Donc, il y a forcément un acteur qui doit se positionner sur la valorisation territoriale des flexibilités. Et on pense que on est tout indiqué pour ça. En tout cas, AODE ou une collectivité, peut-être pas le CIDEV, mais une déclinaison ou une association. Et voilà, tout ça, voilà, technique, juridique, économique, il y a quand même c'est aussi pour ça que voilà, le projet ne voit pas encore le jour, mais on a tous ces enjeux et ces marches à passer avant de concrétiser. Alors oui, si je peux rebondir sur ce que vient de dire Yann, moi le premier verrou que je vois, c'est le verrou technique réglementaire. Tant que ce ne sera pas levé et plus souple, ça va être très compliqué. C'est-à-dire qu'on veut favoriser les flexibilités au niveau d'un territoire, et pour autant, on va contraindre tous les acteurs, et l'acteur principal, c'est le gestionnaire de réseau de distribution. On va lui dire simplement, tu peux effectivement avec ton AODE, via l'article 199 de la loi de transition, faire des expérimentations. Tu ne dois pas non plus, c'est pas une activité avec de la rentabilité associée. Pour autant, lorsque tu construis un modèle d'affaires, tu vas forcément regarder la rentabilité associée. Alors, soit tu la retrouves dans le tarif d'utilisation des réseaux, donc c'est ce qui va se passer, mais c'est très contraignant et très compliqué en France. Donc, tu ne favorises pas l'innovation et puis la veille sur ces sujets. Donc, moi, c'est le premier verrou. Donc, si on arrêtait effectivement de mettre des gens dans des cases et puis de les contraindre dans ces cases, on irait peut-être un peu plus vite et on serait un peu plus innovant. Donc, moi, c'est le premier verrou. Et le deuxième aussi, il est technique. C'est un peu ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on a eu des expérimentations sur les smart grids avec différentes briques, mais pas toutes les briques. Donc aujourd'hui, il y a le concours d'innovation qui est lancé par l'ADEME, la 7e vague, avec des dossiers qui est à remettre pour le mois de mai. Donc on est déjà sur la 7e vague, mais pour autant, des smart grids, on en parle depuis une dizaine d'années, ce que disait Yann. Pour construire les réseaux de demain, il faut absolument lever différents verrous techniques et que les gens s'entendent, c'est-à-dire il faut que les équipements simples et complexes au sein d'une entité unique, telle qu'on l'a présenté dans le démonstrateur qu'on évoquait pour ce qui nous concerne, il faut que tout ça puisse communiquer avec des protocoles un peu standards. Donc là, c'est déjà un peu plus compliqué. Si on rajoute à ça la mobilité électrique, l'intelligence, on la met où sur la partie flux dans les deux directions? Est-ce que c'est le constructeur automobile qui va porter ça? Est-ce que c'est le GRD qui va agréger ces données-là? Là, c'est pareil, on ne sait pas, c'est un flou artistique complet. Pour autant, si je fais de réseau de distribution à toutes ces données-là, il est quand même à même, par rapport à ces contraintes réseau, d'identifier les flexibilités à activer. Ça, c'est pas très cadré aujourd'hui, donc on est encore effectivement sur un verrou de technique assez fort. Donc si on veut favoriser cette mobilité électrique au service des réseaux de la flexibilité, il y a vraiment un sujet. Ensuite, il faut pouvoir disposer d'un système de pilotage d'optimisation. Aujourd'hui, vous en avez, c'est actif, simplement on va se cantonner toujours sur une partie des briques, sur l'écrêtage de la production, sur l'effacement ponctuel. On va gérer la pointe, mais on ne va pas gérer tous les services en même temps, et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Et quand vous êtes sur un démonstrateur tel que le nôtre, il faut absolument qu'on puisse, soit vous repartez de zéro et vous redéveloppez quelque chose de spécifique, c'est coûteux et long, soit vous appuyez sur des solutions existantes avec éventuellement un partenaire qui veuille bien s'intégrer dans cet accompagnement des territoires, des flexibilités, quoi. Et ensuite, c'est d'anticiper les besoins de flexibilité des réseaux de demain. Donc pour ça, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et puis on peut avoir des partenaires comme le CIDEV ou d'autres au niveau des syndicats, et je pense qu'il faut travailler de concert. C'est comment je peux construire, imaginer un réseau de demain, donc c'est ce qu'on essaye de faire, et comment quelle flexibilité je vais pouvoir activer demain. Donc notre projet nous permet de construire, il va être déposé avant ou après l'été, avec une construction l'année prochaine et une mise en service donc en 2022. Et l'idée, c'est qu'on puisse derrière imaginer différents scénarios avec différents acteurs virtuels pour le coup, des agrégateurs, des chaînes de réseau, de distribution, des collectivités, un territoire plus important, et puis d'essayer d'imaginer une flexibilité des réseaux de demain. Donc voilà un peu pour les verrous que je vois moi dans tous les cas. On me dit qu'on n'a pas
énormément de questions qui sont posées dans le chat. Donc, je voulais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le dernier thème et la conclusion en même temps. Et je voulais aussi, avant de passer à la conclusion, vous faire peut-être réagir sur le sujet de la mobilité électrique, puisque aujourd'hui, voilà, la PPE prévoit déployer 7 millions de points de recharge sur le territoire d'ici 2030. Et donc, j'imagine que là, il y aura un rôle très important à jouer pour les acteurs des territoires, comment ça s'insère dans justement des plans d'aménagement et de développement d'un territoire. Donc, je voulais vous faire réagir par rapport à ça. Peut-être que Christophe, je vais vous laisser Nous, on a travaillé sur cet enjeu mobilité électrique. Ce qu'on disait effectivement dans un premier temps, c'est qu'on a essayé d'imaginer ce qu'on pouvait activer au niveau de flexibilité existante. Et puis, sur les enjeux de la mobilité, on s'est projeté avec le parc de véhicules actifs dans notre département, donc le département de la Somme, les bandes de recharge, de dire comment je me projette par rapport au plan effectivement qu'on a évoqué. Donc, on a une valorisation qui est escalée, mais qui est un gain potentiel de 80 000 euros par an. Donc, ça pose question. Donc, c'est qu'est-ce qu'on met dans ces 80 000 euros par an? Une fois qu'on a dit ça, c'est quoi les enjeux de la mobilité? Il y a plusieurs. Il y a d'abord la limitation de la pointe de consommation, c'est ce que disait Yann. Donc, on va forcément effectivement y travailler. Il y a la limitation des coûts des infrastructures de réseau. Il faut absolument qu'on puisse anticiper ces congestions, ces besoins et limiter les coûts pour la collectivité. Donc, c'est une économie substantielle pour la collectivité à partir du moment où on s'intéresse à cette mobilité électrique. Et puis, c'est comment je peux participer de façon active aux enjeux locaux de flexibilité opérés notamment par les opérateurs de réseau. Et ensuite, on pourrait également imaginer une participation aux réserves pour l'équilibrage du système électrique. Donc, c'est ce qu'on disait, si on est sur cette thématique-là uniquement, un autre maille, c'est 80 kg € en 2028. Mais uniquement sur cette maille-là. Donc, si on va chercher un modèle d'affaires, je pense qu'on n'y est pas, mais c'est simplement de dire qu'il faut qu'on puisse agréger différentes briques par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure. Voilà le travail qu'on mène dans tous les cas au niveau de la Cité de la Somme. Merci. Est-ce que Yann, vous voulez parler de ce sujet-là pour le CIDEF? Oui, volontiers. En Vendée, on déploie des bornes de recharge pour véhicules électriques depuis 7 ans. On en a à peu près 120. Donc publics qui viennent compléter des privés qui peuvent exister. Donc effectivement, il y a déjà eu des précédents, donc on sera vigilant sur les bornes qui peuvent être installées par d'autres actions, qu'elles soient bien cohérentes avec ce qu'on a essayé de faire nous. On a des vrais schémas de déploiement de mobilité durable pour être très cohérents et que chaque Vendéen ait une borne assez proche. À tout moment, en tout endroit. Concernant les flexibilités, il y a deux aspects pour moi. Il y a la recharge des véhicules électriques ou les conseils qu'on apporte aux communes sur leurs bâtiments, sur leurs parkings, etc. Ou par exemple, quand on installe des ombrières, on met aussi des points de charge. Donc là, on est sur de l'accompagnement, on est sur fournir de la recharge, la possibilité de recharge, mais on n'a pas trop, à vrai dire, apporter de solution de flexibilité ou réfléchi, puisque on est d'abord en train d'apporter une solution de recharge plutôt sur du lent, enfin de la faible puissance du coup, donc un potentiel assez faible. Ensuite, sur le réseau, le deuxième aspect, c'est tout notre réseau de bornes IRVE, donc avec des puissances qui vont jusqu'à 40 kg actuellement, et prochainement, on aura des bornes 150 kg. Là, c'est aussi un sujet un peu délicat, puisque si on apporte une solution de recharge en itinérance, donc rapide, il ne faut pas non plus qu'on aille pénaliser la personne qui veut se recharger. Donc, on n'y a pas trop, enfin, on n'a pas trop mis ça en avant pour l'instant. Par contre, on pense, comme ce qui a été dit à l'instant, que demain, à l'échelle du réseau, peut-être qu'on pourra avoir des moments où on pourra diminuer un peu les puissances max de recharge, au moins sur les bandes rapides, pour faire de la flexibilité dans un sens, et peut-être même, là je vais plus loin, mais dans l'autre, on pourra avoir des moments où on pourra encourager les gens à venir se recharger parce qu'on a des excédents ENR. Donc là, c'est un petit peu plus pour plus tard. Merci à tous les deux. Il nous reste 7 minutes. Alors, ce que je propose, c'est que peut-être chacun d'entre vous, si en 1 minute, vous pouvez nous donner un peu votre conclusion sur l'avenir de la flexibilité sur votre territoire. Et puis ensuite, on laissera 5 minutes pour les questions. Si ça vous convient, Christophe, je vous laisse commencer. Oui, donc avenir court terme, moyen terme pour on a évoqué les verrous
juste avant, notamment réglementaire, juridique, aussi ce qu'évoquait Yann. Donc je pense que l'avenir, il sera à court moyen terme suivant la levée de ces verrous-là. Après, c'est que chacun aussi comprenne ce qu'est une flexibilité et quel est effectivement l'enjeu, quels sont les enjeux de cette flexibilité-là. Si on met effectivement cette flexibilité au cœur du système, ou dans tous les cas la maille d'un territoire, il faut qu'il y ait un accompagnement des acteurs locaux. Donc je le redis, hein, le GRD, oui, en tant que tel, les AODE, donc des gens comme le CIDEV ou encore tous les syndicats d'énergie de façon générale. Ça peut être un sujet aussi qui pourrait être porté par une fédération qui peut être la FNCCR, notamment. Et une fois qu'on a compris ces enjeux, c'est qu'est-ce qu'on veut faire aussi de cette flexibilité-là. Donc là, c'est plus politique. Et comment je vais faire en sorte de lever ces verrous. Et c'est d'arrêter encore une fois de mettre des gens dans des cases et puis d'avoir un GRD qui fait que de la distribution, du stockage que pour lui et pas pour les autres. Que les syndicats d'énergie se cantonnent à différentes choses. Enfin, pour moi, l'enjeu, il est vraiment là, c'est lever les verrous et puis essayer d'apporter un peu de dynamisme dans les réseaux de demain, tout simplement. Merci. Yann? Oui, totalement d'accord. Je vais même me permettre d'insister sur le fait que, je ne l'ai pas dit jusque-là, mais sans GRD, nous, Enedis, nous concernant, on n'ira pas bien loin pour faire de la gestion dynamique et de la flexibilité territoriale. C'est évident. Nous, les perspectives, c'est un peu de résoudre, parce qu'on a déjà beaucoup constaté sur les problèmes de mobilité, par exemple, les problématiques de mobilité, c'est cette histoire un peu d'œuf et de la poule de la flexibilité territoriale. Donc, notre objectif, c'est de créer alors un pool de flexibilité, cette fois P2OL, comme on dit dans le milieu, de le valoriser sur des marchés existants, asseoir cette base, donc il y a le recrutement, tous les verrous évoqués tout à l'heure, et ensuite se donner le droit de commencer à tester des initiatives de flexibilité territoriale ou locale. Donc on veut faire le moins possible de démonstrations parce qu'on a déjà donné, d'autres acteurs ont donné, mais voilà, il faut qu'on le fasse en plusieurs étapes parce que clairement, on va commencer assez modestement avec peut-être une ou deux communautés de communes équipées, créer un premier pool de flexibilité, vérifier le modèle économique et ensuite avec l'existant et ensuite aller tester de nouvelles choses. Et voilà, on veut absolument, voilà, en parallèle de tous ces aspects techniques et économiques, voir comment la logique de territoire va être respectée dans les flexibilités de demain. Voilà, c'est très important pour nous et c'est pour ça que autant il y a peut-être quelques années, on se voyait entre guillemets simple contributeur à cette histoire-là. Maintenant, on est quand même convaincu qu'on est un acteur important pour les flexibilités territoriales. Merci beaucoup, Yann. Donc, si je comprends bien, les opportunités sont multiples. D'un côté, auprès des marchés nationaux, les marchés locaux gérés par les GRD, pour valoriser une flexibilité, là se pose la question de la valorisation, notamment pour la flexibilité locale, puisqu'il y a un coût d'investissement pour un dispositif de pilotage des flexibilités. Donc là, la question, c'est comment est-ce qu'on inclut les flexibilités diffuses, notamment. Mais clairement, des enjeux au niveau du territoire, non seulement pour la flexibilité dite traditionnelle, mais aussi sur comment est-ce qu'on intègre justement ces nouveaux usages, la mobilité électrique, la production ENR qui est de plus en plus raccordée au réseau de distribution. Et la question qui englobe tout ça, c'est comment est-ce que ça s'insère dans les plans d'aménagement d'un territoire, d'où effectivement, comme vous l'avez bien dit à la fin, le rôle essentiel et central des acteurs tels que les OLD et les syndicats d'énergie. Alors, il nous reste 2 minutes pour des questions. Je vais laisser la main à Thibaut qui a recensé les questions qui ont été posées. Oui, merci Alice. Une première question pour vous. Il a été question à plusieurs reprises de verrous techniques et surtout de verrous réglementaires. Oui. Si la réglementation n'évolue pas pour proposer, mettre en place des mesures qui permettent de favoriser le développement des flexibilités, finalement, comment agir
et surtout quels sont les leviers que vous pourriez trouver et quels sont les objectifs que vous pourriez vous donner à moyen terme sur ce point-là. Aujourd'hui, si on parle des flexibilités existantes, on n'est plus sur les autres transports, on n'y a que ça de toute façon. Les modèles d'affaires sont clairement établis avec le transporteur, les agrégateurs, les utilisateurs. C'est comment je m'intègre dans ce modèle d'affaires. Est-ce que je peux lever ce verrou-là en créant une structure ad hoc, pourquoi pas, et puis m'inscrire dans ces modèles d'affaires-là? Moi, j'y crois pas. L'idée, c'est qu'on soit un peu plus souple sur ces sujets et qu'on puisse autoriser aussi les gestionnaires de réseau de distribution à faire autre chose que de la gestion, que du stockage stationnaire pour gérer des congestions, mais c'est ce qu'on évoquait, c'est les données, c'est-à-dire que les données, elles sont aujourd'hui à disposition de les compteurs Linky. On a des compteurs équivalents sur les gros sites industriels, donc on récupère aussi ce qu'on appelle les courbes de charge, donc les données de consommation, de production. Et une fois qu'on a agrégé tout ça, à la maille d'une commune, d'une collectivité, d'un territoire, on peut imaginer plein de choses. On est vraiment au cœur du système. Et je pense qu'il faut qu'on travaille de concert, il faudrait qu'il y ait une réglementation qui puisse autoriser, dans le cadre des cahiers des charges de concession, notamment, pourquoi pas, puisqu'on parle de transition énergétique dans ces cahiers des charges de concession, on prévoit ces expérimentations conformément aux dispositions de l'article 199, mais pourquoi pas aller plus loin, avec effectivement une réglementation qui permettrait aux AODE, aux gestionnaires de réseau de distribution, de pouvoir imaginer des systèmes au service des flexibilités territoriales. Merci. Yann, peut-être que vous voulez compléter également sur ce sujet-là? En 2 secondes, moi, je souscris. Après, il faut ça. Et puis, nous, la petite problématique, il y a le réglementaire et le cadre un peu juridique que j'ai évoqué tout à l'heure, donc j'insiste pas, mais voilà. D'accord. On va peut-être prendre une dernière question. Pensez-vous qu'une mobilisation et un engagement citoyen dans ces projets de flexibilité puissent permettre d'avancer plus rapidement sur des projets de test? Typiquement pour la récupération de données dans des écoquartiers, par exemple. Vas-y, Yann. Je pense que oui, ça pourrait être ce qui pousse un peu à la roue d'ailleurs, hein. La flexibilité pourrait bien arriver par les communautés d'énergie, les futurs, hein, l'autoconsommation. La seule chose qui est compliquée, je trouve, avec les flexibilités, c'est que c'est un truc qui concerne tout le monde, mais que personne ne voit ou ne comprend. Donc c'est quand même difficile à populariser. Voilà, on parle de maîtrise de l'énergie, ça va assez vite. En plus, il y a de l'euro derrière et tout ça. La flexibilité, c'est quand même voilà, c'est le petit bémol que je vois. C'est un petit peu compliqué. Parfois, on a même du mal à l'illustrer. On en parlait sans tomber dans des clichés de parc éolien. Ouais. Je souscris complètement à ce que vient de dire Yann, ce qu'on dit tout à l'heure, c'est comprendre les enjeux, c'est quoi de la flexibilité, ça parle à personne en fait finalement, ça dépend à quelle maille on se situe. En tant que professionnel, oui, mais sinon ça parle à personne et je pense que si on voit un engagement citoyen tel qu'on l'évoquait là, il faut qu'on puisse les comprendre et c'est quoi le bénéfice pour moi en fait. Et une dernière question qui a été posée, quel rôle justement peut jouer un acteur du monde du conseil, typiquement comme IELE Consulting, sur ces projets-là? Question Pour Yann. Question pour Yann, exactement. On a eu la chance de travailler avec Jessica et Lucie sur ces sujets. Ouais. Il y en a vraiment plusieurs. On a déjà eu des collaborations d'ailleurs sur ce sujet avec IELE, mais aussi avec d'autres acteurs. Vraiment je peux reparcourir, mais vraiment très rapidement les marches que j'ai évoquées tout à l'heure. Il y a des histoires de recrutement, de solutions techniques. On va consulter, c'est inévitable aussi, des avocats pour se structurer juridiquement. Donc, pour le coup, et à nouveau, c'est ce qui fait que c'est, pour nous en tout cas, il y a un certain temps de gestation. On a quand même plusieurs angles à attaquer, donc technico-économique, juridique. On est quand même, par contre, maintenant, sans pouvoir vous dire, voilà, la valeur, ce sera tant, le modèle économique, c'est tant, on est quand même rassuré d'un point de vue matériel technique, ce qui existe. Et maintenant, sur les marchés de l'énergie, depuis quelques années, voilà, on sait qu'on peut valoriser du diffus maintenant, quoi. Le marché existe. Par contre, il y a tous ceux à inventer. Voilà. Merci beaucoup, Yann. Peut-être juste pour réagir à cette question, je pense que la particularité qu'on a à IELE, c'est qu'on est à la croisée entre la transition énergétique et la transformation numérique.
Ce qui fait qu'on a développé, nous, en interne, ce qu'on appelle des domaines d'excellence, où on a des experts qui travaillent notamment sur le sujet de la flexibilité et on peut du coup accompagner des acteurs, donc des industriels, mais aussi voilà, des syndicats d'énergie, autant sur la partie plutôt stratégique ou de positionnement, sur quelle est la valeur à aller chercher, des études technico-économiques, des recommandations de positionnement et autant sur la partie plus SI de quelle est l'architecture SI d'une solution de pilotage à mettre en place, quels sont benchmarks de solutions sur étagère, etc. Donc ça c'est un peu la particularité de Yélé, mais je pense que comme on l'a dit tout au cours de cette table ronde, c'est plein d'acteurs qui collaborent sur ce sujet et effectivement la flexibilité c'est un sujet qui est technique, qui n'est pas forcément accessible de tous et donc justement ce genre de collaboration aide à faire avancer le sujet. On me dit que j'ai dépassé le temps, donc il me reste à vous remercier tous pour votre participation, mais surtout à Christophe Dufour et à Yann Dandeville pour leur accord de participer à cette table ronde. Je pense que, en tout cas, pour moi, c'était très intéressant. On n'a pas souvent l'occasion d'entendre les acteurs des territoires, surtout des acteurs qui ont un positionnement un peu différent ensemble. Donc pour moi, c'était très intéressant. Donc, merci à tous les deux. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci, très bonne journée également. Merci. Merci. Merci.